Oui, mais pour cela, au fond, pour Einstein, il faut d'abord se souvenir que c'est un des plus grands savants du monde, qu'il est emblématique, qu'il continue aujourd'hui à dominer tout l'univers de la physique à travers la théorie de la relativité. Vous connaissez quand même la formule la plus célèbre d'Einstein, mais aussi de toute la physique. E égale MC2. Voilà. Voilà. C'est tout. Vous avez fait la démonstration, une fois de plus. Mais Einstein était aussi l'héritier, si on peut dire, d'une pensée classique. C'est pour ça qu'au fond, bon, il s'est évidemment beaucoup intéressé aux travaux de ses illustres devanciers. Newton en premier, la théorie de la gravitation, finalement, Einstein l'a réinterprétée pour en faire une théorie à très très grande échelle, qui est donc la théorie de la relativité. Mais c'était quelqu'un qui avait le bon sens, d'une certaine manière, de l'homme de la rue. Et on le cite dans notre ouvrage, on cite cet épisode absolument merveilleux, où pour se convaincre que l'univers était fixe, il se tournait vers sa femme de ménage, qui est Frau Meiling, et il lui demande en allemand, en levant les yeux, elle ouvre la fenêtre de son bureau, et puis les étoiles sont au-dessus, dans le ciel, il lève le bras vers les étoiles, et il dit « Frau Meiling, sind diese Sterne ruhig oder nicht ?» Ja, ist es das Tisch oder nicht? Ce qui veut dire, mais enfin, Frau Meiling, est-ce que vous croyez que l'univers et les étoiles, tout ça, ça bouge ou pas? Et elle répondait invariablement, Nein, alles stummt. Ça veut dire tout est fixe, rien ne bouge. Et Einstein a dit, ben, si ma femme de ménage pense que l'univers est fixe, après tout, je ne vais pas remettre cette conclusion en question, parce qu'il pensait beaucoup que le bon sens devait, à un moment, il avait cette très très belle intuition, et quelque part il avait raison, selon laquelle la science doit être compréhensible par tous, et que certaines vérités doivent être partagées par tous. Ça, c'est de la vraie démocratie, justement, en termes de partage des connaissances et du savoir. Alors, bien entendu, parfois, il peut y avoir des interprétations qui ne sont pas tout à fait les bonnes en fonction de l'intuition, parce que c'est vrai qu'on ne voyait rien bouger. C'est vrai qu'en 1922, lorsqu'on braquait un télescope vers le ciel, on ne voyait rien. On ne voyait même pas d'autres galaxies en dehors de la Voie lactée, de la nôtre. Et pourtant, tout change en 1925. Imaginez qu'un jeune homme, un Américain, on le dit élégant, chaque jour il avait une pochette et une cravate différentes. Personnage très distingué, avec une allure anglo-saxonne. Il a failli ne pas devenir astronome parce qu'au départ son destin c'était de devenir boxeur professionnel. Vous voyez, il y a une grande distance. Puis à un moment, son père lui dit « tu vas devenir avocat ». Et donc ce jeune homme va étudier le droit en Angleterre. Il en ressort avec un diplôme d'avocat en poche. Pendant 3 semaines, il s'exerce à devenir avocat et finalement, il périt d'ennui. Il est tout à coup assommé par cette idée que c'est impensable, ce n'est pas son destin. Il va refermer les dossiers et il va prendre ses jumelles, ce qu'il avait fait depuis toujours, pour tout simplement regarder le ciel avec des jumelles. Ce jeune Américain s'appelle Edwin Hubble. Quelque temps plus tard, il va reprendre son bâton d'étudiant et il va passer sa thèse de doctorat brillamment et devient astronome. Ça se passe au milieu des années 15, 14, 15, 16. 1914, 15, 16. Et il va devenir astronome titulaire avec une chance incroyable car il arrive au mont Wilson en Californie, le plus haut observatoire à l'époque du monde, 2000 mètres d'altitude, et là, la chance, c'est que le président des États-Unis a décidé là, parce qu'il est californien d'origine, de construire le plus grand télescope du monde, 2,54 mètres d'ouverture, un rêve. Personne n'avait jamais pensé qu'on pouvait construire un télescope de 2,54 mètres d'ouverture. Et ce télescope, il existe. En 1924, le voilà inauguré. Et il s'appelle Hooker. Retenez bien ce nom, Hooker. Car Edwin Hubble, dès 1924, commence, grâce à ce télescope et avec son fidèle compagnon de route Hugh Mason, qui lui aussi a un destin, parce qu'il a commencé comme simple muletier pour construire le fameux télescope, et puis il va devenir lui aussi astronome titulaire. Ils vont regarder ensemble la voûte, et tout à coup, dès 1925, la réalité éclate. La galaxie, la Voie lactée n'est pas seule. Il
y a... Il y a des millions d'autres galaxies dans l'univers. C'est incroyable parce que il faut se souvenir qu'à cette époque-là, on pensait que les petits points qu'on voyait dans notre galaxie, on les voyait à travers des jumelles ou des instruments un petit peu plus puissants. On pensait que c'était des étoiles. Ou, au mieux, on pensait que c'était ce qu'on appelait des nébuleuses, des espèces de nuages, mais rien de plus. Et il a fallu attendre en 1925 le télescope magique du mont Wilson pour que, enfin, on se rende compte que ces nébuleuses, comme on les appelait à l'époque, se résolvent en fait en milliards d'étoiles. C'était d'autres galaxies, comme la nôtre, exactement comme notre Voie lactée, mais situées à de très 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 grandes distances. Et ça s'est passé le 1er janvier 1925, et le grand Hubble a dit « Je donne cette découverte en cadeau de nouvelle année 1925 ». Quel beau cadeau Dont nous bénéficions aujourd'hui. Dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Évidemment. Mais on ne va pas en rester là. Hubble va au pas de course. Il a entendu parler vaguement, mais très vaguement, du fait que quelque part en Russie, en 1922, un certain Alexander Friedman, contre Einstein, pensait que l'univers n'était pas fixe et qu'il avait une autre solution, qui est une solution qu'on appelle dynamique des équations d'Einstein. Il pensait qu'à l'époque, contredire Einstein, c'était pratiquement impossible. Einstein lui-même n'était pas du tout d'accord avec Friedman, et donc on en restait là dans ce débat. Jusqu'à ce qu'en 1929, donc 4 ans après la découverte, d'autres galaxies, d'autres univers-îles, comme on les appelait à l'époque, avec des milliards d'étoiles dans chacun de ces univers-îles, à cette époque, en 1929, voilà que Hubble, avec Hugh Mason, toujours grâce au fameux télescope de 2,54 m d'ouverture, le plus grand du monde, découvre quoi? Que ces galaxies ne sont pas fixes. Qu'elles s'éloignent les unes des autres à des vitesses d'autant plus grandes qu'elles sont éloignées. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont en fuite. Et l'univers, tout à coup, prend une autre physionomie. Ce n'est plus un système fait d'étoiles et de galaxies fixes, c'est tout à coup quelque chose qui ressemble à une espèce d'immense ballon qui gonfle à chaque instant. Et nous sommes dans ce beau jour de 1929 où l'Amérique et le monde entier sont dans la crise. Encore une fois, avec un cadeau que Hubble, qui était très conscient de son environnement, je vous le dis entre parenthèses, Hubble ne s'est pas contenté d'être astronome, il a été également agent secret, il a combattu dans les 2 guerres, celle de 14, d'abord en tout jeune scout, mais aussi celle de 39-45, très engagé, un Américain qui voulait vraiment faire triompher la démocratie, la liberté, et qui, évidemment, s'engage dans ce combat en 1929, alors que le monde entier est dans la crise de 29, dont vous avez tous entendu parler, cette fameuse crise, un jeudi noir, l'effondrement, évidemment, de toutes les bourses du monde, et ce qui précipite le monde économique, mais aussi le reste de ce que la vie quotidienne de cette époque-là représentait pour chacun, dans un chaos indicible. Mais il dit, nous avons découvert l'expansion de l'univers, et ceci doit compenser toutes les misères que nous subissons en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait découvert la première pierre qui permettait à d'autres, et qui permettra à tous les autres scientifiques et astrophysiciens, physiciens, mathématiciens, de bâtir l'édifice du Big Bang. C'est la première preuve que le Big Bang avait réellement eu lieu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si l'univers était en expansion, s'il gonflait à chaque instant, eh bien en rembobinant le grand film cosmique qui montre cette expansion, en le rembobinant à l'envers, eh bien on voit que l'univers devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, jusqu'à rejoindre la taille d'un point, le point qui avait été décrit en 1922 dans ses articles par Friedman. Un point